Si on prend l'exemple d'un barrage, la quantité d'eau retenue exerce une forte poussée contre la digue. On parle de force exercée sur une surface. Ici, la digue. On appelle cela la pression. Si on dirige cette eau sur la turbine, elle va entraîner un alternateur capable de produire de l'électricité. Cette électricité est ensuite transportée par l'intermédiaire de fils jusqu'aux appareils. Sur un tracteur, l'énergie hydraulique est produite grâce au moteur par une pompe qui peut être située sur le moteur ou à l'arrière du tracteur. Cette énergie peut être facilement transportée par les flexibles hydrauliques à l'intérieur du tracteur ou sur les outils attelés à celui-ci. Dans un circuit, on trouve un réservoir qui est le plus souvent la boîte de vitesse, une pompe appelée pompe de relevage, un filtre, un échangeur, un limiteur de pression, un distributeur et un vérin hydraulique. On va maintenant détailler un peu ces éléments. Donc ça, c'est une pompe à engrenage. Il y a deux orifices. Si vous regardez, l'huile arrive du côté bleu, passe par la périphérie des pignons et ressort du côté où c'est rouge. Donc là, si on regarde une pompe de relevage, donc ici, vous en avez deux. Ici, c'est l'arrivée du réservoir. Et là, c'est les départs. Alors, vous en avez une pompe qui sert à la direction uniquement. Et la deuxième, c'est pour tout ce qui est relevage distributeur. Là, c'est une pompe à débit variable. Maintenant, on utilise cette pompe parce que, déjà, elle a plus de débit et en plus, on va voir tout à l'heure qu'elle ne débite que lorsqu'on en a besoin, contrairement à la pompe à engrenage. Elle est composée de pistons montés dans un barillet qu'on peut à peine voir ici tellement c'est transparent. L'huile en bleu est aspirée quand le piston recule et l'air foulé de l'autre côté quand le piston repousse l'huile. Lorsque le plateau revient à la verticale, les pistons sont immobiles dans le barillet et la pompe ne débite plus. Tout à l'heure dans la description, je vous ai parlé de limiteur de pression. Il faut savoir que la pression dans les circuits, c'est d'environ 180 bars. Une trop forte pression endommagerait les circuits. Si vous regardez le trajet de l'huile après la pompe, au neutre, l'huile passe par le distributeur et revient au réservoir. Si on actionne le distributeur, l'huile se dirige vers le vérin et quand celui-ci est en haut, la surpression régnant dans le circuit déclenche le limiteur qui dirige l'huile vers le réservoir. Lorsqu'on remet le distributeur au neutre,
la pression chute, le limiteur revient à sa place. Sur le John Deere, on a 3 distributeurs. On a le vert qui sert principalement pour le relevage avant, le bleu et le marron qui servent pour l'arrière. Alors, chaque distributeur a 4 positions. La première position, c'est monter. Donc là, si je fais ça, donc j'ai la remorque qui monte. Donc si je veux que ça s'arrête, je reviens au neutre. Et là, il ne se passe plus rien. Le vérin, c'est un simple effet. Donc si je veux redescendre la remorque, il va falloir que je pousse complètement. Donc là, vous voyez que la remorque, elle descend. On voit pas bien, mais... Donc voilà. Voilà pour celui-là. Le dernier, le marron, on l'a utilisé nous pour lever la porte arrière de la remorque. Donc si je pousse vers l'arrière, ça s'ouvre. Si j'arrête, ça bloque. Si maintenant je veux redescendre, il faut que je repose en position de redescente. D'accord ? Là, on n'entend pas bien, mais on entend la pression, la surpression, le limiteur de pression en route. Donc, pour arrêter ça, je pousse carrément, et là, j'ai plus de pression dans les flexibles, ni un ni l'autre. Sur le Deutz, on va avoir 4 distributeurs. Commandés par des boutons ici pour le premier et le deuxième, et par un monolevier avec 2 positions. Donc quand j'actionne comme ça, c'est le 3e distributeur, et le 4e, c'est comme ça. Sur les 2 premiers distributeurs, on va pouvoir paramétrer d'ici en cabine le débit d'huile et à côté le temps d'action du distributeur. C'est-à-dire que si on veut qu'il s'utilise pendant 10 secondes, 15 secondes, on va faire varier ici. Donc ça, c'est à régler avec l'outil attelé. Le 3e et le 4e, on ne peut régler que le débit. Pour utiliser le distributeur numéro 1 ou 2, alors la position montée, c'est là, et la position descente, c'est là. Si on veut être en flottant, il faut appuyer sur un bouton derrière. Voici un circuit hydraulique à centre ouvert. Alors, le centre ouvert, ça veut dire tout simplement qu'au neutre, ici au milieu, l'huile passe par le distributeur et retourne au réservoir. Le système est constitué d'une pompe à engrenage, du levier qui commande le distributeur. Ici, le vérin est simple effet, donc on ne peut utiliser qu'un distributeur simple effet. Si on actionne le distributeur, l'huile se dirige vers le vérin. Une fois le vérin allongé, on remet le distributeur neutre, l'huile se dirige à nouveau vers le réservoir. Si on veut faire redescendre le vérin, on déplace le distributeur en sens inverse, l'huile qui arrive de la pompe et du vérin retourne au réservoir.
Si on veut utiliser un vérin double effet, on doit utiliser un distributeur double effet. Les vérins double effet ont deux chambres séparées. Une chambre inférieure et une chambre supérieure. Si on veut faire allonger le vérin, on déplace le distributeur. L'huile se dirige alors de la pompe vers la chambre inférieure du vérin et l'huile de la chambre supérieure retourne au réservoir. Lorsque le vérin est au maximum, on remet le distributeur au neutre. Si on veut faire redescendre le vérin, on actionne le distributeur dans l'autre sens. L'huile se dirige de la pompe vers la chambre supérieure et l'huile qui se trouve dans la chambre inférieure retourne au réservoir. Ici, contrairement à tout à l'heure, l'huile ne peut pas passer au neutre. C'est pour ça qu'on dit que le centre est fermé. Si on observe bien le circuit sous pression, colorié en rouge, il maintient le plateau à l'horizontale. La pompe est en rotation, mais ne débite pas. Lorsqu'on actionne le distributeur, la pression chute, le plateau s'incline et la pompe se met à débiter. L'huile est dirigée vers le vérin. Lorsque le vérin est au maximum, le distributeur revient au neutre. La pression monte, le plateau se remet à l'horizontale et la pompe ne débite plus. Pour refermer le vérin, on actionne le distributeur dans l'autre sens. L'huile est dirigée vers le réservoir. La pompe n'est pas sollicitée. Avec un vérin double effet, il se passe la même chose. C'est la chute de pression qui provoque la mise en route de la pompe. En position montée, l'huile est dirigée vers la partie inférieure du vérin et la partie supérieure se vide. En position descente, c'est l'inverse. Sur le John Deere, on a deux distributeurs à gauche et un à droite. Si on actionne le distributeur en position montée, l'huile, elle remonte par le bas et elle rentre par le haut. Sur le Deutz, voici le premier distributeur, le deuxième et l'autre côté du troisième point. On retrouve le troisième et le quatrième. L'huile, quand on met en montée, elle arrive par là et rentre par là.
Pour expliquer le fonctionnement du relevage, il nous faut un tracteur. Il semble que j'avais dit un tracteur. Bon, on va faire avec. Il nous faut aussi une charrue. Nickel. Sur un relevage, les deux fonctions principales sont le contrôle de position et le contrôle d'effort. On va s'intéresser d'abord au contrôle de position et dans un deuxième temps, on verra le contrôle d'effort. Bon, déjà, essayez de démarrer le tracteur là. Ouf! Allez hop, une marche arrière et on attelle. Maintenant, on retourne devant la stabule. Pour expliquer le contrôle de position, j'ai mis un système mécanique. Ici, le système est le même que pour les distributeurs, sauf que la manette de commande de relevage n'est pas reliée directement au distributeur. Le mouvement passe par un système de biellette. Je précise que le distributeur est en position montée ou descente dès lors qu'il est un tout petit peu déplacé par rapport à la position neutre. Si on déplace le levier vers l'arrière, on déplace le distributeur en position montée. C'est la biellette entourée en rouge qui est fixée sur le bras supérieur du relevage qui va ramener le distributeur au neutre. Si on veut faire descendre le relevage, on pousse le levier vers l'avant. Ici, on modifie qu'un petit peu. Le relevage ne bouge alors qu'un petit peu. On peut en déduire qu'à chaque position de la manette de relevage correspond une hauteur des bras de relevage. Maintenant, on va expliquer le contrôle d'effort. Pour ça, on va aller au champ. Bon, vous voyez, il y a même les arbres qui se marrent. Si on baisse le relevage et qu'on avance, on peut observer ici que la charrue s'enfonce en terre. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Normal, le T7 commence à patiner sur la bissole. Donc, on est obligé de lever un peu les bras de relevage pour soulager. Ça veut dire qu'on est sans cesse obligé d'actionner le levier de commande au labour et cela peut devenir fatigant. Pour pallier à ce système, un Irlandais, Harry Ferguson, a mis au point dans les années 30 un système de contrôle d'effort qu'il a adapté d'abord sur les tracteurs David Brown, puis a travaillé de nombreuses années avec la firme américaine Ford et enfin a associé son nom avec la firme Massey Harris pour donner la nouvelle marque Massey Ferguson. Le principe est simple. Il a ajouté un nouveau levier et un système pour mesurer l'effort. Un système de bielle qui relie les bras de relevage et le distributeur va permettre, sans l'intervention du conducteur, la montée et la descente de l'outil selon l'effort. C'est pour ça qu'au labour, on peut observer une montée et une descente
incessante de l'outil. Le levier sert à faire varier la sensibilité. Si on modifie sa position, par exemple ici, l'effort devra être plus important pour actionner le distributeur et soulager le tracteur. La direction mécanique est composée d'un boîtier de direction, de 2 bielles, de barres de direction, d'une barre d'accouplement et d'un volant. Si on fait tourner le volant, on déplace les bielles de direction, ici en rouge, et on fait tourner les roues. Vu de dessus, ça donne ça. Si on enlève les bielles, les barres de direction et qu'à la place on rajoute un boîtier de direction hydrostatique, une pompe de relevage spécifique, un vérin et un circuit, l'utilisation de la direction devient beaucoup plus facile à utiliser. Pour expliquer ce système, on va prendre une tonne. On va d'abord l'atteler. Allez, marche arrière. On attend que les poussins passent. Accrochage. Béquille. Flexible de frein. On avance un peu. Maintenant, on éteint le taco. Ce système, on le trouve aujourd'hui plutôt sur les outils traînés. Pour le voir, on va enlever la roue. Le moyeu. Et ça va nous permettre de voir les garnitures. Le freinage s'effectue en écartant les garnitures qui viennent se serrer contre le tambour. Dès qu'on relâche la pédale, un ressort rappelle les garnitures.
Si on enlève la cuve et qu'on vient voir au-dessus, on distingue deux câbles accrochés à un vérin. Lorsqu'on appuie sur la pédale de frein, on envoie de l'huile dans le vérin. Le câble se tend et actionne le mécanisme de frein. Sur le tracteur, vous avez une pédale à gauche qui commande l'embrayage. Ensuite, de l'autre côté du volant, il y a deux pédales utilisées pour le freinage. Celle de gauche commande le freinage de la roue arrière gauche grâce à un mécanisme situé derrière la roue. La pédale de droite commande le freinage de la roue arrière droite avec un mécanisme situé derrière la roue également. Lorsqu'on appuie sur la pédale de frein gauche, un mécanisme écarte les disques ici dessinés en rouge contre la carcasse du tracteur et provoque le freinage du véhicule. À droite, le principe est le même. Si on regarde sur le côté gauche et qu'on démonte la roue, la trompette, le couvercle, on peut voir un engrenage qui entraîne le mécanisme de frein. Bon, ça tourne pas trop rond, mais on dira que c'est la marque qui fait ça, hein. À l'intérieur, on place d'abord un disque de frein relié à l'arbre, ensuite un mécanisme composé d'un disque de 3 billes permettant l'écartement des disques et d'un deuxième disque. Enfin, on place un deuxième disque de freinage relié à l'arbre lui aussi. Un système de biellette commandé par la pédale permet l'écartement du mécanisme. Lorsque le tracteur avance, le disque de frein tourne en sens inverse de la roue. Dès que l'on actionne la pédale de frein, le mécanisme bloque les disques contre le carter de la boîte de vitesse et le couvercle. Sur un freinage en bain d'huile, on enlève les deux disques, le mécanisme de frein et le système de biellette. On le remplace par un vérin circulaire, 3 disques plus fins reliés à l'arbre et 3 disques intercalaires bloqués sur la carcasse du tracteur. La commande est composée d'un mètre de cylindre, d'un circuit hydraulique relié à chaque vérin circulaire et évidemment les deux pédales. Lorsqu'on appuie sur la pédale, l'huile se dirige vers le vérin circulaire et coince les disques de frein contre les disques intercalaires et provoque le freinage.
Vu de côté, on peut voir le vérin circulaire, les intercalaires, les disques de freinage, et enfin, une quantité d'huile qui permet le refroidissement du système et adoucit le freinage. Le frein de remorque est commandé par une des deux pédales de frein du tracteur. On voit ici que lorsque l'on appuie sur la pédale de droite, le frein de remorque n'est pas actionné. C'est pourquoi il est fortement recommandé de jumeler les pédales de frein pour être assuré du freinage du véhicule traîné à l'arrière. Et maintenant, ce que je veux plus entendre, c'est...